Tu le sais, mais si tu t'intéresses à la bourse ou au marché financier, il y a principalement deux grosses écoles, deux grosses classes d'investisseurs et d'investissement de manière générale. On va avoir plutôt l'approche dite capitalisante et de l'autre côté, on va avoir l'approche dite de rente avec des personnes qui vont décider plutôt d'investir dans des entreprises à dividendes qui vont augmenter leur part de dividendes comme ça au fur et à mesure des années et au fur et à mesure du temps. Et souvent, l'un des gros arguments qui est remonté plutôt contre les personnes qui décident de mettre en place une stratégie de rente et une stratégie du coup à dividende, c'est de dire que bah, en fait la stratégie de rente ou la stratégie à dividende, elle est sur le long terme considérée comme étant moins rentable ou moins intéressante financièrement parlant que de mettre en place une stratégie en mettant en place les intérêts composés avec une approche dite capitalisante. Et j'ai trouvé justement une étude dans cette vidéo que je vais essayer de te partager en détail qui remet en perspective justement cet argument-là et on va voir que bah, souvent c'est pas forcément très bien fondé. Les exemples et les informations que je vais te partager dans cette vidéo sont issus de ce papier de recherche là que je te présente à l'écran et je te mettrai comme d'habitude le lien dans la barre d'infos pour que tu puisses y jeter un coup d'œil si jamais tu veux recroiser les informations ou retourner directement aux sources. Avant toute chose, j'aimerais quand même te repartager les trois gros avantages de la stratégie à dividende. Pour moi, le premier gros avantage de la stratégie à dividende, c'est le fait que ce soit une approche qui soit défensive, puisque quand tu vas investir dans des entreprises, par exemple dans des aristocrates, c'est des entreprises qui versent des dividendes croissants d'année en année sans jamais les arrêter, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elles fonctionnent de cette manière-là. Donc c'est une approche défensive parce que souvent, ça va être des entreprises qui vont être et qui vont opérer dans des secteurs défensifs. Ça peut être l'alimentation, comme Coca-Cola, hein, c'est dans le secteur alimentaire. Ça peut être également aussi dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc peu importe en fait qu'on soit en expansion économique, en récession ou ce que tu veux, tu auras toujours besoin de te nourrir, tu auras toujours besoin de te soigner. Et donc c'est des boîtes, peu importe ce qui se passe, de toute façon, elles seront capables de gagner de l'argent et on a besoin d'elles pour fonctionner. Donc c'est souvent une approche qui va être beaucoup plus défensive, beaucoup plus bon père de famille, avec la possibilité de générer des revenus passifs qui vont être croissants. Hein. Si je prends le cas de Coca-Cola, bah, tu vois que d'année en année, la part de dividendes par action n'a pas arrêté d'augmenter. Et ça fait, là je t'ai mis depuis 2017, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que cette entreprise augmente sa part de dividendes dans l'action à chaque fois. Donc en 2017 par exemple, on avait un dividende de 1,48 $ par action. En 2018, on était à 1,56, 2019, 1,60, 1,64, 1,68, 1,76, etc., etc. Donc on a vraiment, si on choisit correctement les entreprises, l'objectif de la stratégie à dividende, c'est d'avoir des revenus passifs, mais en plus de ça, des revenus passifs qui vont être croissants d'année en année. Et puis également aussi une véritable protection contre les marchés baissiers, parce que si le marché monte, bah, on gagne de l'argent. Si le marché latéralise et ne fait rien, je vais gagner de l'argent aussi, parce que je vais récupérer mes dividendes. Et si le marché baisse, bah, je vais également aussi gagner de l'argent. Je vais avoir un cash flow qui va être généré au fur et à mesure. Et pourquoi pas après utiliser ce cash flow soit pour faire ce que je veux, l'investir dans d'autres classes d'actifs, ou peut-être racheter des actions d'entreprises qui pourraient être décotées à un moment donné. Donc il y a un vrai intérêt et un vrai avantage aujourd'hui, et plusieurs gros avantages d'utiliser la stratégie de rente et la stratégie à dividende, et ça fait partie principalement de ceux que je t'ai présentés là ici à l'écran. L'étude commence tout de suite par nous présenter quand même quelques chiffres intéressants, et notamment il nous démontre que sur les 50 dernières années, les dividendes ils ont joué un rôle majeur pour les plus-values pour l'investisseur. Et notamment, l'étude elle a pris en considération la période entre 1960 et 2022 avec deux personnes différentes. Hein, un portefeuille de quelqu'un qui aura investi 10 000 $ sur du S&P 500 en réinvestissant automatiquement les dividendes, et puis une autre personne qui aura investi potentiellement 10 000 $ sur le S&P 500 en 1960, mais en ne réinvestissant pas les dividendes ou en ne prenant pas en considération les dividendes. Et là, sur cette période d'analyse, hein, entre 1960 et 2022, les différences de performance, elles sont juste phénoménales, puisque d'un côté, en prenant en compte le réinvestissement des dividendes, on retrouve un portefeuille qui est supérieur à 4 millions de dollars contre 641 000 pour la personne qui n'aura pas réinvesti tout simplement les dividendes ou si on ne prend pas en compte les dividendes. Donc les dividendes jouent vraiment un rôle majeur dans les plus-values pour l'investisseur. Ça, c'est un point crucial et fondamental à avoir en tête. De 1930 à 2022, la contribution des revenus de dividendes au rendement total de l'indice S&P 500 était en moyenne de 41%. Les dividendes ont joué un rôle important en termes de contribution aux rendements totaux en cours des années 1940, 1960 et 1970, des décennies durant lesquelles les rendements totaux étaient inférieurs à 10%.
En revanche, les dividendes ont joué un rôle moins important au cours des années, donc 1950, 1980 et 1990, alors que le marché à ce moment-là faisait des performances plus importantes. Donc on voit quand même que, en effet, les dividendes, ça joue un rôle important dans la performance globale de l'indice, mais c'est pas quelque chose qui est forcément régulier tout le temps. Il y a des moments où les dividendes vont un peu sous-performer, des moments où ils vont surperformer, où ils vont prendre plus ou moins d'importance, plus ou moins d'impact par rapport aux performances du marché et par rapport aux décennies qu'on va tout simplement analyser. Le rendement médian du dividende pour toute la période analysée et celle que je t'ai présentée un petit peu plus tôt, donc entre 1960 et 2022, c'était de 2,90%, avec des rendements culminants dans les années 1980 et atteignant un creux dans les années 2000. C'est ce qui est présenté à l'écran. Là, tu as les rendements médians du dividende sur la période d'analyse et on voit que dans les années 80, on était à un pic supérieur à 6%, à peu près un peu plus de 6%. Et puis voilà, dans les années 2000, avec l'éclatement de la bulle Internet, on a eu une baisse qui était proche de un peu plus de 1%. Mais voilà, on se rend compte quand même que la part des dividendes et le rendement médian des dividendes, c'est quelque chose qui fluctue au fur et à mesure du temps. Parmi les erreurs les plus communes qu'on retrouve auprès des personnes qui décident de s'orienter vers une stratégie de rente en utilisant l'approche à dividendes, c'est de sélectionner les entreprises uniquement par rapport à leur versement de dividendes et en plus de ça, de sélectionner les entreprises qui vont verser le plus de dividendes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va verser par exemple 3% de dividendes mais qui pourrait avoir des fondations solides, on va peut-être pas forcément la sélectionner, on va choisir plutôt celle qui va décider de verser 8 à 10% de dividendes alors que ses fondamentaux ne sont clairement pas au rendez-vous. Et là, d'ailleurs, cette étude a révélé que les actions qui offraient le plus haut niveau de versement de dividendes n'ont pas performé aussi bien que celles qui versent des niveaux de dividendes élevés, mais pas les plus élevés. Donc choisir uniquement les entreprises qui versent le plus de dividendes, c'est rarement la meilleure chose à faire, et souvent on va être confronté à des entreprises qui vont être moins solides et qui fondamentalement, clairement, ne tiennent pas la route sur le long terme. Les actions du deuxième quintile ont surperformé l'indice du S&P 500 sur 8 des 10 périodes analysées, donc de 1930 à 2022, tandis que les actions des premiers et des troisièmes quintiles sont à égalité au deuxième rang, battant l'indice 67% du temps. Au risque de me répéter, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça, parce que des fois, tu as des entreprises qui vont augmenter leur part de dividendes et qui vont dire, voilà, nous on va augmenter nos dividendes parce qu'elles sont peut-être au bord de la faillite, au bord de la liquidation, et donc c'est un moyen pour eux pour récupérer en fait de l'argent. C'est un dividende qu'ils seront absolument pas capables de tenir sur le long terme, mais ils vont décider momentanément d'augmenter le dividende pour attirer un peu le nonchalant et les débutants malheureusement en bourse, alors que tu as des boîtes qui vont avoir un dividende qui va être plus faible parce qu'elles veulent garder une partie aussi de leur trésorerie pour pouvoir le gérer de la meilleure manière et peut-être réinvestir une partie de ce capital-là pour acheter des nouvelles structures, ouvrir des nouveaux bureaux, peut-être investir dans de la recherche et du développement, développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc c'est toujours une gestion de trésorerie. Tu as des boîtes qui vont mal gérer leur trésorerie, d'autres qui vont préférer utiliser une partie de leur trésorerie pour créer en fait de la croissance et qui vont décider de ne pas verser du tout de dividendes. C'est justement les entreprises de croissance, mais tu peux avoir des entreprises de croissance qui ne font absolument pas de croissance et qui gèrent très mal leur trésorerie, tout comme tu peux avoir des entreprises à dividendes qui vont verser les dividendes et qui gèrent aussi très bien leur trésorerie. Par exemple, Coca-Cola, ça fait des années et des années qu'ils continuent de verser des dividendes et d'avoir un dividende qui va être croissant comme ça d'année en année. C'est une boîte qui ne cherche plus à faire autant de croissance que ce qu'elle pouvait faire il y a quelques années en arrière parce qu'il y a aujourd'hui plus d'intérêt et puis c'est déjà une boîte qui est ultra bien implantée de partout, dans plein de pays différents et sur plein de filiales différentes. Donc ils ne vont pas rechercher les mêmes valorisations, en tout cas les mêmes aspects de croissance qu'on peut avoir si on décide d'investir par exemple dans des startups. Mais il faut faire vraiment très attention à la manière dont tu vas décider de placer ton capital et surtout de choisir uniquement les entreprises qui vont décider d'avoir un niveau de dividende élevé à un moment donné. Parce que souvent ça cache quelque chose et souvent ça peut être des entreprises qui vont avoir des fondamentaux pas forcément au rendez-vous. Donc ce tableau il corrobore en fait le graphique que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, celui-ci, et il montre tout simplement que les actions du deuxième quintile ont surperformé le S&P 500 sur les 8 des 10 périodes qui ont été analysées entre 1930 et 2022, alors que les actions de premier et de troisième quintile sont à égalité au deuxième rang et qui sont capables en fait de battre l'indice 67% du temps, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Choisir les boîtes qui font partie du premier quintile, qui font partie des boîtes qui versent le plus de dividendes, c'est rarement celles qui vont le mieux performer, tout comme choisir celles qui vont verser le moins de dividendes, c'est pas non plus celles qui vont le mieux performer. C'est ce que présente cette étude à l'écran.
L'une des raisons pour lesquelles les actions versant des dividendes du deuxième quintile sont arrivées en tête est que le versement de dividendes est excessif au premier quintile et n'ont pas été toujours durables. C'est ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. La meilleure façon de mesurer si une entreprise sera en mesure de verser un dividende constant est d'utiliser le ratio de distribution. Et c'est ce qui est présenté à l'écran. Le ratio de distribution, c'est le payout ratio. C'est le rapport entre le prix d'une action et le versement du dividende. Je t'en avais parlé notamment quand je t'ai fait des analyses sur Johnson & Johnson, sur Coca-Cola et sur toutes les infos que tu pourras retrouver notamment dans la playlist bourse. Mais ça, c'est vraiment un point super important à avoir en tête parce que si tu as une boîte qui a par exemple, je sais pas, le prix d'une entreprise, enfin le prix d'une action qui est à 60 $, et à un moment donné, la boîte, elle décide de dire, moi, je suis dans une position compliquée, mais je vais monter mon dividende à 50%, donc 30 $ par action. Tu comprends très bien que là, il y a un problème. C'est-à-dire que la boîte, elle ne peut pas être aussi profitable, ou alors c'est peut-être un cas ultra exceptionnel, mais ce n'est pas quelque chose qui sera durable. Plus on va être sur des payout ratios, donc des niveaux de dividendes qui vont être relativement mesuré par rapport au cours de l'action, plus ça peut nous donner confiance sur la possibilité que l'entreprise sera capable de tenir ce dividende sur le long terme. Si tu investis sur une stratégie de rente et une stratégie à dividende, c'est de pouvoir détenir éventuellement tes actions sur des dizaines et des dizaines d'années, et tu n'as pas envie à un moment donné d'investir sur une boîte, elle verse des dividendes pendant 1 an, 2 ans, puis après elle arrête, elle fait faillite. Ça serait la pire chose en fait qui puisse arriver avec ce genre de stratégie. À ce stade de la vidéo, on peut se poser la question de savoir si finalement le versement des dividendes, ça peut avoir un impact et si ça a un impact sur les performances d'une entreprise sur le long terme. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ça nous donne quelques éléments de réponse que je vais essayer de te partager. Donc pour répondre à cette question, les chercheurs ils ont essayé de diviser les entreprises en 2 groupes selon leur comportement vis-à-vis du dividende au cours des 12 mois précédents. Donc ils ont nommé en fait 2 groupes. Tu vas avoir d'un côté les payeurs de dividendes, donc ceux qui vont verser les dividendes au cours des 12 mois précédents, et les non-payeurs de dividendes. Et puis parmi la catégorie des payeurs de dividendes, on va les diviser en 3 groupes successifs en fonction de leur comportement de versement de dividendes au cours des 12 mois précédents. Donc les entreprises qui ont maintenu leurs dividendes par action au même niveau, ils ont été classés comme sans changement, du coup, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation, ni de baisse, ni de réduction, ni même d'arrêt de versement de dividendes. Donc on les a mis dans la catégorie sans changement. Les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes ont été classées comme producteurs et initiateurs de dividendes. Et les entreprises qui ont réduit ou éliminé leurs dividendes ont été classées comme coupeurs ou éliminateurs de dividendes. Les entreprises classées comme producteurs et initiateurs de dividendes ou coupeurs et éliminateurs de dividendes sont restées dans ces mêmes catégories pendant les 12 mois suivants jusqu'à ce qu'il y ait un autre changement de dividendes ou un autre changement en termes de politique de versement de dividendes. Ce qu'on remarque sur le tableau là, que je t'ai mis à l'écran, c'est que si on prend en considération la première catégorie, donc les entreprises qui versent des dividendes et qui ont continuellement augmenté leur part de dividendes pour les actionnaires au fur et à mesure du temps, c'est souvent des entreprises qui offrent des retours sur investissement plus élevés que la moyenne et avec en plus de ça une standard deviation plus faible, donc une volatilité plus faible. Donc souvent c'est un peu contre-intuitif, on a l'impression que plus on va augmenter nos rendements, plus on va augmenter aussi notre volatilité et notre risque. Mais pour le cas des entreprises, tu vois, les dividend growers et initiateurs, donc des boîtes qui ont versé les dividendes et qui ont continuellement depuis des années augmenté leur part de dividendes pour reverser une part toujours de plus en plus significative et importante de leurs bénéfices aux actionnaires, c'est des boîtes souvent qui sont solides, qui savent très bien gérer leur trésorerie et qui ont des performances importantes tout en ayant du coup une maturité aussi suffisante pour limiter la volatilité. Donc c'est ce que je t'ai mis un petit peu plus haut. Il est clair que les entreprises qui ne versent pas de dividendes ou qui réduisent leurs dividendes ont subi des conséquences négatives. C'est ce qu'on voit à l'écran. Une boîte à un moment donné qui verse des dividendes et qui décide de les couper ou de les réduire, c'est souvent qu'il y a des choses qui se passent pas forcément très bien au sein de la boîte. Ça peut être peut-être la perte de gros contrats ou peut-être parce que ils sont pas capables de rentrer suffisamment d'argent ou ils sont proches de la faillite, peu importe. Ils peuvent justifier comme ils le souhaitent, mais souvent ça sent quand même pas très bon. Et contrairement aux sociétés qui ont réduit ou éliminé leurs dividendes, les sociétés qui ont augmenté ou initié un dividende ont enregistré les rendements les plus élevés par rapport aux autres actions depuis 1973 avec une volatilité nettement inférieure, donc ce qui est clairement ce qu'on recherche nous en tant qu'investisseurs. Les sociétés qui augmentent constamment leurs dividendes ont toujours fait preuve de fondamentaux solides, de plans d'affaires solides et un engagement profond auprès de leurs actionnaires. C'est le cas par exemple donc, de Coca-Cola, de Johnson & Johnson et de la plupart des grosses boîtes qu'on retrouve dans les aristocrates dividendes.
Donc là, tu retrouves en fait les performances au fur et à mesure du temps de quelqu'un qui aura investi 100 dollars en 1973, de ce que ça aurait donné en 2022 en investissant du coup dans des boîtes qui vont verser les dividendes et qui vont augmenter les dividendes au fur et à mesure du temps, ou des boîtes qui vont couper en fait tout simplement leurs dividendes ou qui ne vont pas verser de dividendes. Tu vois que des boîtes en fait qui coupent leurs dividendes, bah, tes 100 dollars entre 1973, donc tu as investi 100 dollars en 1973, tu arrives en 2022, des boîtes qui ont coupé leurs dividendes ou qui ont carrément éliminé leurs dividendes, bah, ça te donne 74 dollars à la fin, donc tu as perdu de l'argent entre 1973 et 2022 sans prendre en compte l'inflation, donc là c'est vraiment les plus gros perdants. En investissant dans des boîtes qui ne vont pas verser de dividendes, tu aurais quand même gagné de l'argent, mais nettement moins que des boîtes qui à la fois vont avoir des performances intéressantes, qui vont verser les dividendes et qui vont augmenter au fur et à mesure du temps et de manière régulière et successive leur part de dividendes dans leurs actions et qui vont être versées tout simplement aux actionnaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont critiques à l'égard des dividendes et qui vont dire oui, mais des boîtes, par exemple, qui ont versé des dividendes jusqu'à présent, il n'y a aucune garantie qu'elles continuent de verser les dividendes par la suite et c'est la réalité. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans les caisses de certaines entreprises, comme par exemple les plus grosses que tu connais, hein, les GAFAM, hein, Apple, Facebook, Google, etc., etc. Et dans la plupart aujourd'hui des grosses entreprises, là je t'ai mis un graphique de la Fed, entre 1945 et 2022, il n'y a jamais eu autant de cash dans les poches et dans les différentes entreprises qui sont cotées en bourse. Alors toutes les entreprises ne se valent pas, mais de dire que c'est de plus en plus compliqué pour les entreprises de verser les dividendes, c'est pas le cas de toutes. Bien évidemment, il faut faire un tri, mais il y a de l'argent, du cash, il y en a encore énormément et il y en a de plus en plus avec l'impression monétaire, la politique des taux relativement bas, même si ça a changé depuis maintenant quelques années. On a réaugmenté après la crise sanitaire, mais pendant très longtemps, on a été avec des taux très bas, voire des taux d'intérêt négatifs, une impression monétaire et un quantitative easing important, et ça se ressent du coup avec du cash de plus en plus présent dans les poches de certaines entreprises, dont certaines d'entre elles qui versent bien évidemment des dividendes. Donc on retrouve deux tendances positives pour les investisseurs à dividendes, des bénéfices élevés pour les sociétés de l'indice S&P 500 couplés à des ratios de distribution presque records aujourd'hui, avec le fait qu'on a des boîtes qui ont de plus en plus de cash en fait dans leurs réserves. Le taux de distribution moyen des dividendes au cours des 96 dernières années a été de 56,3%, c'est énorme. Et au 31 décembre 2022, le taux de distribution s'élevait à seulement 37,1%, ce qui laisse beaucoup de place finalement encore pour la croissance. Donc les entreprises à dividendes, si on fait les choses correctement, ça a encore énormément d'avenir. Il y a bien évidemment des risques liés aussi au stock picking, ça je ne reviens pas forcément dessus, mais ça remet quand même aussi en perspective des fois les fausses informations qu'on peut retrouver sur Internet. Tu le sais, mais dans la gestion d'un portefeuille, c'est intéressant et c'est même indispensable de s'exposer à plusieurs classes d'actifs. Par exemple, si tu crées un portefeuille en bourse, tu ne vas pas t'exposer uniquement aux actions, mais tu peux prendre par exemple des obligations, des commodities, donc par exemple des matières premières comme les métaux précieux. Tu vas peut-être aussi investir sur de l'immobilier coté, les REITs qu'on appelle aussi, qui est l'immobilier coté, mais plutôt aux États-Unis. Et ça va te permettre d'avoir un portefeuille qui va être diversifié et éventuellement lisser la volatilité globale de ton capital au fur et à mesure du temps. Et en général, on considère, on peut être amené à débattre là-dessus, mais on considère, en tout cas les investisseurs considèrent que quand l'économie va pas très très bien, pour pouvoir se protéger et protéger son capital, on va aller s'exposer aux classes d'actifs qui sont réputées comme étant les moins risquées. Et en l'occurrence, c'est les obligations d'État. Donc le bon de trésor américain pour les obligations de l'État américain, les obligations de l'État français, peu importe. Alors avec les grosses dettes aujourd'hui qui explosent et qui crèvent les plafonds, on peut se poser la question si les États aujourd'hui sont solvables ou non et si à un moment donné ils feront faillite. Mais en tout cas, historiquement parlant, pour les investisseurs, pour pouvoir se protéger d'un risque économique ou autre, beaucoup considèrent que c'est intéressant de placer son capital sur des obligations. Alors des obligations plutôt d'État, que ce soit à court, moyen, à long terme. Et aujourd'hui, avec les dettes, du coup, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, qui sont de plus en plus importantes, aux États-Unis, je crois que c'est plus de 30 trillions de dollars, je crois qu'ils ont de dettes à l'heure actuelle. Il y en a qui n'ont pas envie de s'exposer aux obligations parce qu'ils considèrent que ça reste quand même de plus en plus risqué.
Et en plus de ça, avec la politique monétaire, ça a aussi une influence importante sur les prix des obligations. Là, on a eu dernièrement une augmentation des taux, mais on est quand même historiquement parlant, si tu regardes la courbe des taux sur les 100 dernières années, on est quand même encore aujourd'hui, après l'augmentation des taux, après la crise sanitaire, on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on a connu historiquement parlant. Et tu sais que les obligations, plus on a des taux d'intérêt qui sont élevés, plus on a le prix des obligations qui va baisser, et inversement, plus on a des taux qui vont être faibles, plus on va avoir le prix des obligations qui vont être importants. Et donc, dans un contexte historique et économique avec des taux d'intérêt qui sont historiquement relativement bas par rapport à ce qu'on a connu ou qui risquent fortement de baisser, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de s'exposer aux obligations et en prenant en plus en considération les dettes qui ne seront sans doute jamais remboursées. Et bien, cette étude démontre qu'au 31 décembre 2022, il y a 16% des actions de l'indice S&P 500 qui ont eu des rendements en dividendes supérieurs à ceux des bons du Trésor américain à 10 ans. Donc ça peut être intéressant aussi, à condition de faire attention et de sélectionner les bonnes entreprises, de surperformer en fait à un moment donné aussi les obligations et de ne pas s'exposer à cette classe d'actifs si on considère qu'il y a plus de risques à aller dessus, parce qu'il y a certaines actions, celles qui versent des dividendes et celles qui augmentent leur part de dividendes au fur et à mesure du temps, qui ont su, durant cette période de temps et ces périodes d'analyse, surperformer les obligations du bon de Trésor américain à 10 ans, alors qu'on considère que c'est le point le plus sûr et le plus sécuritaire qui existe aujourd'hui. Terminé cette vidéo, je voulais te présenter ce graphique qui pour moi est très évocateur de ce qui se passe en ce moment. Donc tu vas avoir la courbe en orange qui correspond à la courbe des retail, donc c'est les investisseurs particuliers, et la courbe en bleu c'est la courbe des institutionnels. On voit que la courbe en orange, et c'est celle qui nous intéresse en tant que particulier, on voit qu'il y a de plus en plus de particuliers qui commencent à prendre en considération de manière beaucoup plus sérieuse la gestion de leur portefeuille et la gestion de leur patrimoine en quittant les fonds gérés activement par des institutionnels et par des professionnels en fait de la finance, parce que souvent tu le sais, si tu fais gérer ton argent aujourd'hui par des professionnels ou même par ton banquier, souvent ça va être des performances qui vont être ultra faibles voire même négatives avec des frais qui sont importants. Il y a très peu de probabilité et très peu de chances que tu gagnes de l'argent. Donc depuis 2008, depuis la crise des subprimes, on a eu une impression monétaire importante, on a eu un bull market super élevé sur les marchés financiers, sur les autres classes d'actifs, même les actifs plus risqués et plus récents comme les crypto-monnaies. Il y a des gens qui se sont réveillés, qui ont regardé leur portefeuille 10 ans, 15 ans après la crise des subprimes et qui se sont rendus compte au final qu'ils n'avaient pas gagné d'argent malgré le gros bull market. Et ça, c'est dû au fait aux frais des fois de gestion qui sont juste faramineux. Et donc, il y a une vraie prise de conscience de la part des retail et donc des investisseurs particuliers qui préfèrent de plus en plus s'orienter vers une stratégie passive et en utilisant par exemple des ETF ou des trackers, parce qu'aujourd'hui, toutes les études académiques et tous les chiffres montrent que les investisseurs professionnels et les gestionnaires de fonds, pour 90 à 95% d'entre eux, ne sont pas capables de faire mieux que le benchmark, donc que le marché qu'ils essayent de surperformer. Peu importe les stratégies, les méthodes qu'ils utilisent, 90 à 95% d'entre eux ne sont pas capables de faire mieux qu'un simple indice que par exemple le S&P 500, le CAC 40 ou un indice MSCI World tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que sur cette chaîne, je parle énormément d'investissement passif en utilisant les trackers et les ETF, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui a fait ses preuves, et il y a un réel intérêt de s'orienter vers cette stratégie, surtout pour les investisseurs particuliers. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à jeter un coup d'œil, tu verras sur la playlist bourse, tu retrouveras des dizaines et des dizaines de vidéos à ce sujet si tu veux creuser cet aspect-là et si tu veux aller plus loin là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Avant de se quitter, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, tu auras la possibilité de télécharger le listing de l'ensemble des meilleurs ETF à la fois sur PEA et sur compte titre. C'est un travail que j'ai déjà effectué pour toi parce que je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement ça demandait énormément de temps, surtout pour pas mal de débutants qui ne savaient pas trop rechercher les infos pour sélectionner en tout cas les meilleurs ETF. Donc j'ai essayé de te faire gagner un maximum de temps là-dessus. Donc tu retrouveras les meilleurs ETF sur PEA, les meilleurs ETF sur compte titre. Je t'ai même fait une section bonus avec les ETF Smart Beta, etc. etc. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien est dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.